C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les Pandora Papers, du nom de cette enquête réalisée par un consortium international de journalistes. Elle pointe du doigt des chefs d'État ou des personnalités politiques de haut rang ayant dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore. Parmi ces chefs d'État africains figurent Uhuru Kenyatta ou Denis Sassou Nguesso. La crise entre la France et l'Algérie, la réduction du nombre de visas par Paris et les déclarations d'Emmanuel Macron seraient à l'origine de ces tensions. Alger a rappelé son ambassadeur pour consultation et a fermé son espace aérien en vol militaire français. Décryptage dans un instant. Le discours d'investiture d'Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, l'a prononcé ce lundi alors qu'il prenait officiellement ses fonctions. Une reconduction dans un contexte de conflit avec la région du Tigré qui inquiète la communauté internationale. Nous serons à Addis Abeba dans ce journal. Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo, Uhuru Kenyatta ou encore le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, ces noms apparaissent tous dans les Pandora Papers, l'enquête révélée par un consortium international de journalistes. Elle démontre que ces responsables politiques et leurs proches ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore. Les détails avec Nicolas Germain et Samuel Bernard. Près de 12 millions de documents confidentiels sur les paradis fiscaux dévoilés par le consortium international des journalistes d'investigation. Plus de 300 hommes politiques sont cités, dont une cinquantaine viennent du continent africain. Parmi eux, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, qui a démenti toute action illicite. Il contrôlait une société aux Bahamas au moins jusqu'en 2006. Noël Conan est un journaliste ivoirien d'investigation qui a participé à l'enquête. C'est des documents de cabinets d'avocats qui ont fuité. Donc dans ça, on a constaté que le Premier ministre Achi n'a pas voulu se mettre au devant de cette société. Il a utilisé ce qu'on appelle communément un prête-nom pour créer encore une couche d'opacité dans l'activité qu'il veut mener. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a lui détenu pendant près de 20 ans une société offshore dans les îles Vierges britanniques. Dans ce même territoire, son homologue gabonais Ali Bongo possédait 2 sociétés offshore à la fin des années 2000. La famille du chef de l'État kényan est-elle propriétaire d'une fondation secrète au Panama détenant plus de 30 millions de dollars. Dans un communiqué surprenant, le président Uhuru Kenyatta s'est félicité de cette enquête qui va, selon lui, améliorer la transparence financière, mais il n'a rien dit sur les allégations le concernant. Dans la plupart des pays, ces faits ne sont pas susceptibles de poursuite. Mais le consortium de journalistes dresse un parallèle entre le discours anticorruption de nombreux dirigeants et le fait qu'ils aient des comptes dans des paradis fiscaux. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a été investi ce lundi pour un nouveau mandat de 5 ans, mais cette reconduction survient dans un contexte de conflit dévastateur dans le nord du pays. Le Premier ministre a pour l'occasion pris la parole. Notre correspondante à Addis Abeba, Maria Gert-Niculescu, a suivi son discours. Le discours d'Abiy Ahmed ce lundi sur une des places les plus emblématiques de la capitale Addis Abeba marque le début de son second mandat en tant que Premier ministre éthiopien. 5 chefs d'État africains, parmi lesquels le président sénégalais ou encore kényan, ont participé à la cérémonie. Abiy Ahmed a été investi lundi matin par le nouveau Parlement éthiopien où son parti, le Parti de la Prospérité, avait remporté une grande majorité lors de la première phase des élections en juin dernier. Une seconde phase avait eu lieu jeudi dernier, mais les résultats qui n'auront pas d'impact significatif sur la majorité au Parlement n'ont pas encore été publiés. Les partis d'opposition dans les 2 plus grandes régions d'Éthiopie avaient boycotté le scrutin et plusieurs endroits, dont des circonscriptions de la région Amhara, n'ont toujours pas pu voter en raison de l'insécurité. La totalité du Tigré, où un conflit se déroule depuis 11 mois, a également été exclue de ces élections. Certains observateurs estiment que ce nouveau mandat pourrait marquer le début d'une désescalade dans le nord du pays, où les forces tigréennes se battent toujours contre l'armée éthiopienne et les forces de la région Amhara. Mais la semaine dernière, le gouvernement a expulsé 7 responsables de l'ONU, les accusant d'ingérence dans les affaires de l'État. L'ONU qui avait dénoncé à plusieurs reprises les difficultés rencontrées pour acheminer de l'aide humanitaire au Tigré. Pour l'instant, toute tentative de médiation ou de cessez-le-feu a échoué. Reste à voir comment ce nouveau mandat d'Abiy Ahmed fera évoluer la crise. On en vient à la crise entre la France et l'Algérie. Alger est sorti du silence par la voix de son Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman. Il qualifie les déclarations d'Emmanuel Macron d'inacceptables, faisant allusion aux propos recueillis par le journal Le Monde lors d'une rencontre entre le chef de l'État et des jeunes Algériens ou ayant un lien avec l'Algérie. Les détails avec Julie Guggenheim. Depuis le début de la crise politique entre l'Algérie et la France, aucun officiel ne s'était encore exprimé.
C'est maintenant chose faite. Le Premier ministre algérien s'en est pris avec véhémence ce soir au président français Emmanuel Macron. Il ne faut pas toucher à l'histoire de l'Algérie et à ses racines. L'Algérie est grande et au-dessus de toute personne qui fait ce genre de déclaration que nous considérons comme inacceptable. Ce lundi, dans la presse algérienne, on évoque une phase critique dans les relations entre la France et l'Algérie. Sur le site de ce quotidien, les propos d'Emmanuel Macron sont très critiqués. Quant à la riposte des autorités, elle est justifiée selon Le Soir d'Algérie. Des mesures ont déjà été prises, d'autres pourraient survenir incessamment. Entre Alger et Paris règne désormais une tension inédite. Interdiction aux avions militaires français depuis dimanche de survoler le territoire algérien. Rappel de l'ambassadeur algérien à Paris la veille pour consultation. C'est une crise diplomatique ouverte qui a lieu entre les deux pays. À l'origine de cette brouille, les propos attribués au président français jeudi dernier et rapportés dans les colonnes du Monde. Selon le quotidien, Emmanuel Macron aurait dénoncé une réécriture de l'histoire officielle par l'Algérie. La nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle et qui dit « Tout le problème, c'est la France ». Mardi dernier, la décision française de réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants du Maghreb s'était déjà soldée par un regain de tension entre les deux pays. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'ouverture du procès en appel du journaliste Rabah Karesh en Algérie. Une peine de prison de 18 mois a été requise contre lui ce lundi. Incarcéré depuis mi-avril pour diffusion de fausses nouvelles, il avait été condamné le 12 août dernier à 1 an de prison, dont 8 mois fermes. La plainte pour génocide visant en Espagne Brahim Rally, le chef des indépendantistes du Front Polisario, elle a été de nouveau classée sans suite en raison de la prescription des faits dénoncés, des faits qui se seraient déroulés entre 1974 à 1990. Ils sont considérés comme prescrits par la justice espagnole. La fin de la grève des médecins des hôpitaux publics au Nigeria, un mouvement qui dure depuis 2 mois. Les médecins reprendront le travail mercredi matin après la reprise des négociations avec le gouvernement. Cette grève avait commencé le 2 août dernier pour protester contre le non-paiement d'arriérés de salaire et le manque de moyens dans les hôpitaux. L'Ouganda a imposé des règles strictes pendant la pandémie. Les écoles sont fermées depuis le mois de mai 2020. C'est dans ce contexte qu'une mère de famille reçoit plusieurs élèves défavorisés chez elle pour leur apprendre le codage informatique et l'aviation. Nicolas Germain. En Ouganda, les écoles sont toujours fermées à cause du Covid-19. Mais à Kampala, une mère reçoit de nombreux élèves de milieux défavorisés chez elle. Elle leur enseigne le codage informatique et même l'aviation. Les cours de Shamim Mwanaisha sont gratuits. Elle a appris le codage informatique en même temps que son fils, il y a 3 ans. Actuellement, les restrictions liées à la pandémie ne lui facilitent pas la tâche. Les enfants doivent apprendre à l'extérieur, dans la cour. Parfois, le soleil est aveuglant. Il fait trop chaud. Et parfois, il pleut. Autre difficulté, la plupart des enfants n'ont pas Internet chez eux. Après le codage, place aux cours et documentaires sur l'aviation. Je suis passionnée par l'aviation et le changement climatique. J'espère qu'un jour, je vais découvrir un biocarburant pour les avions au lieu d'utiliser de l'essence qui nuit à l'environnement. Aujourd'hui, Shamim Mwanaisha cherche des donateurs pour acheter davantage d'ordinateurs portables. L'utilisation d'Internet reste faible en Afrique. D'après l'Union internationale des télécommunications, seuls 16% des 1 milliard d'Africains y ont accès. À 4 mois de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Cameroun a organisé une série d'exercices militaires de simulation antiterroriste à Yaoundé, où se joueront les matchs d'ouverture et la finale. L'armée a simulé une attaque visant un stade pendant un match de football. Objectif, se préparer à d'éventuelles attaques terroristes. Voyez ce reportage signé Tony Menga et Luc Armel Ngoulou. Le stade historique Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le commissaire Guy et ses hommes ont investi la salle de contrôle. Sur les écrans que scrute cette unité de police, les vidéos des caméras de surveillance où se déroule à cet instant une simulation de prise d'otage en plein match de football. Un exercice de sécurité en vue de la tenue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Nous restons en attente des consignes pour la prise de contact. Une course contre la montre est engagée.
Le commissaire va tenter de négocier avec les ravisseurs. Grâce à ce dispositif, son équipe a une longueur d'avance pour envisager toutes les solutions possibles. Nous avons au total 10 preneurs d'otages et 5 otages, parmi lesquels un qui n'est pas blessé, 4 blessés, et ils ont avec eux le ministre des Sports. On va essayer d'apaiser autant que possible les preneurs d'otages. Mais dans le même temps, autour de l'enceinte, ces forces spéciales se positionnent discrètement. Et après une heure de négociation sans succès, l'assaut est donné. En quelques secondes, les assaillants sont neutralisés. Les otages sont évacués de la salle avec l'appui du groupement spécial d'opération et du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale, 2 unités d'élite. Dans l'ensemble, l'opération s'est très bien passée et je dois vous rappeler que ici, ce n'est que la partie visible de notre engagement. Nous avons 4 snipers qui sont disposés tout au long. Ici, les blessés sont secourus. Près de 1600 forces de défense et de sécurité et de personnel civil déployés lors de cette manœuvre antiterroriste. Un dispositif inédit dans un pays organisateur, en proie à Boko Haram dans le Grand Nord et aux séparatistes dans ces régions anglophones. Vous savez, notre pays fait face à un certain nombre de crises, notamment il y a des zones de tension. Et il est important que nous nous préparions parce que tout peut arriver et les forces de défense et de sécurité doivent être prêtes à intervenir. D'autres manœuvres similaires sont prévues dans les prochaines semaines. Une préparation maximale pour limiter tout risque lors de la grande fête du football africain où des dizaines de milliers de spectateurs et d'officiels sont attendus. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.